Bienvenue à l'émission Fenêtre sur le cosmos. Nous parlerons cette semaine des aurores boréales. L'astronomie doit son existence à des gens qui ont tout au long de l'histoire, par passion et par curiosité, levé les yeux vers le ciel. Elle est peut-être la plus ancienne des sciences, comme semble indiquer nombre de découvertes archéologiques datant de l'âge du bronze et du néolithique. Certaines civilisations de ces périodes avaient déjà compris le caractère périodique des équinoxes et sans doute leur relation avec le cycle des saisons. Elles savaient également reconnaître quelques dizaines de constellations. L'invention de l'astronomie remonte aux Chaldéens. Les Chaldéens sont, à l'origine, une tribu qui vivait au sud-ouest de Babylone il y a un peu plus de 4000 ans. À ses débuts, l'astronomie consiste simplement en l'observation et en la prédiction du mouvement des objets célestes visibles à l'œil nu. Ces différentes civilisations ont légué de nombreux apports et découvertes. Maintenant, on parle des aurores boréales. Ça vient d'où, ça, les aurores boréales? Eh bien, les aurores boréales sont là depuis le début des temps. Hein? Et l'homme a pu admirer ce beau phénomène lumineux dans le ciel. Et souvent, nos grands-pères, même nos pères, nous ont expliqué que ça venait du reflet du soleil sur les glaces dans l'Arctique. Ben oui, ben oui. Et aujourd'hui, on sait que c'est pas ça. Ouais. Aujourd'hui, on sait que ça vient du soleil, mais ça vient de l'activité solaire. Le soleil, c'est une grosse boule d'énergie nucléaire qui nous projette des particules chargées électriques de protons et d'électrons, qu'on appelle même du plasma. Et ces particules-là, eh bien, voyagent autour du soleil et atteignent la Terre et créent ce qu'on appelle, bon, justement, le phénomène. Est-ce que c'est dangereux? Oui, effectivement, c'est une bonne question parce que les aurores boréales, si on n'avait pas le champ magnétique pour nous protéger, eh bien, on ne serait pas ici pour en parler aujourd'hui. Les pôles sont les deux points faibles de notre champ magnétique et c'est pour ça qu'ils en profitent pour rentrer à cet endroit-là. Ces particules-là sont dangereuses pour même les astronautes lorsqu'ils sont dans l'espace. Et il y a des protections très spéciales qu'il faut prendre pour les protéger de ça. Donc, le champ magnétique de la Terre nous protège, et aussi l'atmosphère nous protège. Donc, on appelle la magnétosphère ou le champ magnétique n'est pas capable de faire son travail. Eh bien, heureusement, l'atmosphère est là pour nous protéger. Oui, parce que j'ai entendu parler dans un film de science-fiction, en fait, j'ai déjà vu un genre de scénario, que si la Terre ne posséderait pas ce champ magnétique, nous serions pulvérisés. Oui, exactement. Et ce qu'il faut mentionner, par contre, c'est qu'en temps normal, le vent solaire n'est pas vraiment critique, ne nous amène pas beaucoup d'aurores boréales. C'est lorsque l'activité solaire prend de l'ampleur et qu'il y a ce qu'on appelle des trous coronaux ou des éjections de masse coronale. Eh bien là, c'est beaucoup plus violent. Et à ce moment-là, c'est là que c'est critique. C'est là qu'on peut voir des aurores boréales. Le principe des aurores boréales, c'est que quand ça frappe le champ magnétique, eh bien, ce sont des particules chargées qui sont négatives et positives. Et le champ magnétique de la Terre, eh bien, c'est comme un gros aimant qui est orienté nord-sud, pas dans la même position que le nord et le sud géographique. Et quand ces particules-là arrivent dans le champ magnétique, normalement, elles sont majoritairement, des fois, sont repoussées par le champ magnétique. Mais à l'occasion, dépendamment de l'orientation des particules positives ou négatives, eh bien, elles peuvent entrer à l'intérieur du champ magnétique et faire comme si on était en train de charger une batterie. Et cette batterie-là s'accumule, 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 et à un certain moment donné, la charge devient tellement forte, eh bien, qu'il risque d'avoir comme des courts-circuits. Et ce court-circuit-là, on appelle ça une reconnexion magnétique.
Et quand il y a une reconnexion magnétique, eh bien, les charges qui sont à l'intérieur de la magnétosphère, eh bien, sont orientées vers le pôle Nord et vers le pôle Sud. Et c'est là qu'on voit les aurores boréales apparaître, principalement au nord. Et quand l'activité solaire est vraiment, disons, avec une tempête solaire, eh bien, ça peut se diriger jusqu'à l'équateur. Mais c'est très, très rare. L'équateur voit à peu près jamais d'aurore boréale. Justement, est-ce qu'on peut voir souvent des aurores boréales? Est-ce qu'on peut voir ça ici de façon fréquente, dans nos régions ici? Oui, bien, effectivement, on est chanceux, on est privilégié un peu au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est comme la région au sud où il y a encore beaucoup d'aurores boréales. En 2015, lorsqu'on a vraiment commencé à s'intéresser aux aurores, on s'est rendu compte qu'on avait entre 40 et 60 nuits d'aurores boréales. Mais en 2015, l'activité solaire était beaucoup plus intense qu'elle l'est en 2020. Et depuis, je dirais même 2019, il y a très peu d'aurores boréales qui sont présentes dans le ciel. Donc, le Soleil est plus tranquille, entre guillemets. Il est tranquille, il est dans un minimum solaire. Il y a un cycle de 11 ans qui est associé à ça. Et là, on est vraiment dans son minimum, mais on a vu un petit peu de recrudescence de l'activité solaire et on pense que le 25e cycle du Soleil est en train de débuter et on a espoir de revoir des belles aurores bientôt. Parlons des formes des aurores, les couleurs, des genres de rideaux lumineux. Comment ça se produit, ces formes-là et ces couleurs-là? Oui, c'est intéressant parce que lorsque les particules, il y a une reconnexion magnétique et que les particules reviennent vers les pôles, eh bien, ces électrons et protons-là, ou qu'on appelle aussi du plasma solaire, eh bien, rentrent dans l'atmosphère à partir des lignes du champ magnétique. Et c'est à ce moment-là, des fois, qu'on va voir des aurores boréales qui ont comme des piliers dans le ciel. Okay. Et ces piliers-là dansent un petit peu, mais à d'autres occasions, c'est comme un rideau qui bat au vent. Et c'est un peu le même principe. Et plus que l'orage magnétique va être violent, plus que cette activité-là va être rapide, surtout intense. Et au niveau des couleurs, eh bien, c'est ça. Ça aussi, on s'aperçoit que visuellement, on voit surtout des aurores boréales de couleur verte et des fois jaune un petit peu. Et très rarement, on les voit rouges. Les rouges, on les voit surtout sur les appareils photographiques parce que notre œil n'est pas capable d'aller voir vraiment facilement ces couleurs-là. Mais les couleurs sont dues aux particules qui rentrent et qui frappent des atomes dans l'atmosphère, dans la haute atmosphère, là, soit des particules d'oxygène ou d'azote, ou les deux. Et dépendamment de la force avec laquelle elle va frapper, ça va donner du rouge, très peu souvent, mais ça arrive, des vertes et comme des mauves un petit peu à l'horizon, ou même, je dirais, c'est jaune et des fois, ça peut être mauve. Alors, les couleurs, c'est quand même un très beau phénomène. C'est très rare de voir du rouge, mais le vert est prédominant. Parce qu'ici, au planétarium, on reçoit à l'occasion des Européens. Puis lorsqu'ils venaient ici dans nos locaux, ils étaient très impressionnés de voir qu'on pouvait observer des aurores boréales. Oui, bien effectivement, ce qui arrive là, c'est que le nord magnétique est orienté un petit peu plus du côté du Canada que de l'Europe. Et donc, les Européens, même s'ils sont à la même latitude que nous, un exemple de ça, Paris, qui est quand même au nord un petit peu que le milieu, eh bien, Paris est à la même latitude que nous. Et eux voient très rarement des aurores boréales. C'est pour ça que les Européens en voient peu souvent. Donc, le Québec, c'est une région privilégiée. Oui, on est privilégié et on n'est pas obligé d'avoir de très grosses tempêtes solaires pour en voir. On parle du plasma depuis tantôt. Alors, c'est quoi du plasma? Eh bien, du plasma, c'est un gaz qui est électrifié. Et il est électrifié parce qu'il y a une source d'énergie qui le rend lumineux, comme on peut voir la boule au plasma ici. Dans l'ampoule ici, un gaz, et présentement, eh bien, on ne voit aucune lumière dedans. Si on le branchait dans une prise, on verrait la lumière, donc ça deviendrait du plasma. L'exemple d'ici, c'est que ça peut être l'énergie fournie par le Soleil, et ça ici, ça serait le gaz. Et si on approche l'ampoule de la source d'énergie, eh bien, on voit qu'il y a un transfert qui se fait à l'intérieur de l'ampoule. Alors, c'est comme si cette énergie-là qui rentrait dans l'atmosphère,
et que l'ampoule représentait l'atmosphère. Et lorsqu'elle frappe les molécules qui sont à l'intérieur de l'ampoule, eh bien, elles deviennent lumineuses. Saviez-vous qu'il existe une super Terre en diamant? Selon un astrophysicien de l'Université de Yale, la surface de la planète, Cancri E, est probablement couverte de graphite et de diamants plutôt que d'eau et de granit. En effet, la planète nommée 55 Cancri E a un rayon mesurant 2 fois celui de la Terre et possède une masse 8 fois plus élevée, ce qui en fait une super Terre. C'est l'une des 5 planètes orbitant autour d'une étoile semblable à notre Soleil. 55 Cancri est située à 40 années-lumière de la Terre et qui est visible à l'œil nu dans la constellation du Cancer. 55 Cancri E est recouverte de lave en fusion et sa température s'élève à 2500 degrés Celsius par endroit. Cette planète est en moyenne environ 60 fois plus proche de son étoile par rapport à la Terre au Soleil. Elle tourne autour de son étoile en 18 heures. Les scientifiques ne comprennent pas bien pourquoi elle est recouverte de diamants. Alors Claude, on a vu d'où ça provient les aurores boréales, de quoi c'est composé, comment ça fonctionne, c'est quoi les couleurs, etc. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons les observer, les aurores boréales? Oui, les observer, souvent, les gens, quand ils voient les photos qu'on a ici en arrière de nous, nous disent, puis qu'on leur dit qu'on a vu ça en pleine ville, souvent, ou encore à l'extérieur de la ville, eh bien, les gens disent, comment se fait, je ne les ai pas vus. Bon, mais c'est sûr que les aurores boréales, ça ne fait pas de bruit, hein? C'est juste un phénomène lumineux, et souvent, c'est très peu lumineux. Et il faut se retirer de la ville pour être en mesure de les observer comme il faut. Et on ne regarde pas dans n'importe quelle direction, on regarde principalement au nord. Bien, j'espère. Et oui, mais c'est pas évident pour le commun des mortels que c'est au nord, hein, parce que nous, on le sait, on a vu tantôt que les aurores débutent principalement au pôle nord et au pôle sud, en rentrant par les lignes du champ magnétique qui rentrent directement au nord. Et en rentrant là, eh bien, naturellement, au pôle nord et au pôle sud, parce que le phénomène se produit aux deux endroits en simultané, ces phénomènes-là sont à peu près 365 jours par année. Des fois très faibles, mais des fois très lumineux. Alors, nous, étant environ à 48 degrés de latitude, eh bien, ça prend une certaine force pour les voir. Et souvent, ce qu'on va apercevoir au nord, c'est une lueur. Une petite lueur, des fois blanchâtre, des fois avec un petit peu de vert. S'il y a un petit peu de vert, c'est parce qu'elle est quand même assez puissante. Et ça, c'est l'aurore boréale qui est en train de se préparer, qui est en phase préparatoire à nous apparaître peut-être dans 15, 20, 30 minutes, 1 heure, on ne sait pas. Et ça, eh bien, il faut faire attention parce que si habituellement il y a une ville à cet endroit-là, s'il y a des lumières que normalement vous savez qui sont là, eh bien, il faut se méfier. Mais si surtout que c'est un endroit où il n'y a pas de lumière au nord et que là, vous apercevez une petite lueur, eh bien, dites-vous que ça s'en vient. Et par la suite, eh bien, ça devrait prendre de l'ampleur et plus qu'elle va être forte, plus qu'elle va monter au-dessus de notre tête et même, des fois, elle peut se diriger jusqu'au sud. Une tempête magnétique. Oui, effectivement, une tempête magnétique, ça fait que le ciel devient illuminé au complet. Il faut être certain, c'est d'aller dans un endroit où il fait noir. Nous, ici à Saint-Félicien, on est quand même assez chanceux. À 5 minutes du centre-ville, il fait suffisamment noir pour apercevoir comme il faut les aurores. Maintenant, est-ce qu'on peut les photographier? Puis ça prend quelle sorte d'appareil pour photographier les aurores boréales? Oui, on peut les photographier effectivement. Et souvent, quand je parlais tantôt des petites lueurs à l'horizon, et si vous voulez être certain que c'est bien une aurore boréale, eh bien, vous faites une petite photo. Une photo de quelques secondes et vous allez
apercevoir une couleur verdâtre et ça va vous confirmer que vous êtes en train de voir une aurore boréale. Alors, de quelle manière il faut s'y prendre? Eh bien, ça prend quand même un appareil d'une certaine qualité, mais pas d'un prix extraordinaire. Alors ici, j'ai un Canon et c'est un Canon que je mets en mode manuel. Et idéalement, ça prend aussi un déclencheur souple qui est mécanique et pour éviter qu'on fasse vibration dans la caméra. Alors, ça prend une caméra en mode manuel avec laquelle on va pouvoir ajuster la vitesse d'obturation, l'ouverture qu'on a besoin pour aller chercher le plus de lumière possible, parce que c'est quand même des lumières qui sont faibles, et aussi au niveau de la sensibilité de la caméra. Alors, plus vous avez une caméra qui peut aller chercher ce qu'on appelle un ISO extrêmement élevé, écoutez, aujourd'hui, avec les caméras numériques, on peut aller chercher des ISO de 125 000 ISO. Et au niveau du temps de pause, après ça, bien là, il faut jouer avec le temps de pause pour être en mesure de bien voir l'aurore. Alors, des fois, on aura tendance à faire des pauses longues de 15 à 20 secondes. Et malheureusement, ça va fonctionner, on va voir l'aurore, mais si l'aurore est rapide, on parlait tantôt avec un rideau qui bat au vent, et qu'on veut voir soit les piliers ou on veut voir certaines formes et qu'on veut capturer ces formes-là, il faut baisser le temps d'exposition. Et mon expérience me dit de 3 à 7, 8 secondes, c'est un maximum. OK, c'était ma prochaine question. Dépendamment de ce qu'on veut faire, Ben et dépendamment du ISO qu'on est capable d'avoir et de l'ouverture de la caméra. Mais des fois, si la caméra n'est pas assez sensible, on peut aller jusqu'à 20 secondes. On va les voir, ça va être... mais on ne capturera pas le moment ou les formes du moment. Mais est-ce que ça prend un trépied spécial? Est-ce qu'il faut compenser le mouvement de la Terre pour éviter, mettons, de... Naturellement, on ne photographie pas avec nos mains, avec la caméra qu'on tiendrait comme ça. Idéalement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut avoir un trépied, un peu comme ce qu'on a en arrière, et qui va stabiliser tout ça. Et par la suite, eh bien, on prend le déclencheur souple ici. On peut avoir aussi un déclencheur électronique. En cliquant, eh bien, lui va prendre les photos et on va s'assurer qu'il n'y aura pas de vibration dans l'image. Ça ne donne rien d'avoir des téléphotos de 200 mm, mettre sur la caméra, et 50 mm, et même moi ici, j'ai une lentille spéciale qui diminue encore la focale à environ à 25 mm, donc j'ai un très grand champ dans le ciel. Et même à 10 secondes, vous allez voir les étoiles dans le fond du ciel. C'est ça qui est intéressant. Et quand vous faites des prises d'images, c'est peut-être bon de ne pas juste pointer dans le ciel, de voir l'horizon, de voir des arbres, de voir des maisons, de voir des choses connues, terrestres. Eh bien, ça va permettre aux gens qui regardent d'avoir une perspective de l'aurore boréale. Ou encore, si vous êtes en train de photographier, vous allez probablement voir la grande casserole ou la grande ours, même Cassiopée. Et déjà là, ça va vous donner une idée de la grandeur et des dimensions de cette aurore-là. Il y a une autre technique aussi qu'on peut utiliser avec les Canon. On a des logiciels qui viennent avec ça, qu'on peut installer et qui vont nous permettre de prendre des photos pendant peut-être 1 heure de temps ou 30 minutes de temps. Une photo, disons, à toutes les 30 secondes. On peut accumuler les images. Puis on peut faire ce qu'on appelle un time-lapse en français. Ah oui, voilà. C'est ça. Okay. Et à ce moment-là, on va même pouvoir faire comme une vidéo de l'aurore boréale et on va la voir danser exactement comme on la voyait dans le ciel. Connaissez-vous la différence entre une étoile et une planète? Une étoile est une boule de gaz en fusion, essentiellement composée d'hydrogène et d'hélium. Elle produit de l'énergie grâce à la réaction nucléaire qui a lieu en son centre. Cette réaction nucléaire
transforme l'hydrogène en hélium et libère des photons. Elle émet donc de la lumière. Les planètes, contrairement à notre étoile, n'émettent pas de lumière ni de chaleur. Finalement, lorsque nous regardons le ciel étoilé la nuit, nous pouvons distinguer une étoile d'une planète, car les planètes ne scintillent pas. Le système solaire est composé de 8 planètes: Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. On a entendu parler qu'on peut prévoir la venue d'aurores boréales, qu'on peut parler de météo spatiale. Oui, effectivement, la météo spatiale, eh bien, c'est la prévision des aurores boréales, au même titre que les prévisions météorologiques vont nous annoncer le beau temps et le mauvais temps. Par contre, je dois mentionner que la météo spatiale est moins avancée et les prévisions sont plus difficiles à faire. Mais c'est possible. Et il y a des sites web qui nous permettent de faire ça. Et un des très bons sites web que moi je surveille, eh bien, c'est spaceweather.com. Et il y a des contreparties françaises là, qui existent, qui donnent sensiblement la même information. Il y a même des sites auxquels vous pouvez vous abonner et eux vont vous avertir s'il va y avoir des aurores. Alors moi, je suis abonné à des sites directement reliés à la NASA qui m'envoient la prévision sur 3 jours des aurores boréales. Alors, mais 3 jours, je ne m'y fie pas trop. Par contre, pour la journée même, c'est assez fiable. Donc, lorsqu'il se produit une tempête magnétique, c'est pas instantané, là. C'est pas comme la vitesse de la lumière, c'est différent, là. Ça prend quelques jours, d'après ce que tu dis, là. Oui, si on reçoit une information qu'il y a eu un rayonnement X, alors parce que quand il y a ce qu'on appelle une tempête solaire, une grosse protubérance, une éjection de masse coronale qui s'effectue suite à une protubérance énorme, eh bien, il y a du rayonnement X qui arrive. Le rayonnement X, lui, il arrive en dedans de quelques minutes, 8 minutes en fait. Mais par contre, la masse coronale, elle, va prendre jusqu'à 4 jours, 3 à 4 jours pour nous atteindre. Mais ici, au Planétarium Saint-Félicien, nous faisons partie d'un réseau et on participe à un projet de recherche sur la collecte de données à propos des aurores boréales. Oui, effectivement. Depuis 2015, on a été contacté par l'Université de Tabasco en Alberta, qui, eux, sont des chercheurs spécialisés dans les aurores boréales. Et ils se cherchaient un partenaire localement pour installer ce qu'on appelle un magnétomètre. C'est un instrument qui mesure le champ magnétique lorsqu'il y a des aurores qui sont à venir ou lorsqu'il y a des aurores en cours. Et ils sont venus installer 10 magnétomètres au Québec, dont un ici à Saint-Félicien, et c'est nous les gestionnaires. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans? Eh bien, s'il y a un problème avec la transmission de données ou quoi que ce soit, eh bien, c'est nous qui essayons de régler le problème localement pour leur éviter un voyage là, de l'Alberta jusqu'ici. Et à date, on a été très bien capable là, de bien gérer et de corriger les problèmes qu'il y avait sur l'instrument. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le réseau d'alerte? Oui, en fait, le réseau d'alerte, eh bien, avec les données recueillies par le magnétomètre de l'Alberta qu'on a placé aux eaux de Saint-Félicien, parce que c'était un endroit qui était tranquille, qui était bien calme, et que le zoo était content de nous aider dans ce projet-là, eh bien, on a, avec l'aide du Cégep de Saint-Félicien et l'Université de Tabasco, eh bien, on a monté un réseau d'alerte. On est les seuls au Canada à avoir fait ce type de projet-là pour le public, dans le fond, pour les informer de la probabilité d'occurrence d'aurore boréale. Et présentement, avec les données qu'on a là, on reçoit sur nos courriels privés un message disant une alerte jaune ou une alerte rouge, dépendamment de l'activité au niveau des aurores boréales. Et présentement, environ 200 personnes sont abonnées. C'est au Québec, les abonnés? C'est principalement au Saguenay-Lac-Saint-Jean parce que c'est un réseau local. La prévision est bonne pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et non pas pour la province au complet. Et tantôt, quand je parlais du site web aussi, il y a des données que le magnétomètre nous donne et certaines de ces données-là nous informent sur la probabilité aussi d'occurrence. Et c'est là-dessus que le réseau d'alerte est basé.
Sur les sites Web et sur le réseau d'alerte, quels paramètres on peut surveiller? C'est sûr que l'usager du réseau d'alerte ne verra pas ça parce que lui, dans le fond, il reçoit le message. Mais ce qu'on surveille principalement, c'est ce qu'on appelle, sur le site spaceweather.com, c'est le BZ. Le BZ nous informe, s'il est négatif, nous informe que la magnétosphère est en train de se remplir de charge électrique. Et par la suite, si on regarde ce qu'on appelle le GW de la carte, c'est la charge totale de la magnétosphère autour de la Terre. Et cette charge-là, lorsqu'elle, sur le site, on voit des tendances à 45 et en augmentant, eh bien, c'est là qu'on peut se douter qu'on va avoir des orages magnétiques dans le ciel. Et surtout quand on regarde la photo avec l'ovale auroral qui couvre le Québec, et on voit un petit peu de rouge et de jaune qui apparaissent sur l'image là, cartographiée, eh bien, c'est là qu'on se dit, regarde, le Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean sont en train de se préparer à avoir des belles aurores. Alors, Patrick, on a passé en revue pas mal toutes les connaissances importantes Très intéressant, pour débuter à notre chasse aux aurores boréales. C'est sûr qu'au planétarium, nous, on peut aller beaucoup plus loin là-dedans, étant donné c'est quand même pour nous une certaine spécialité. Bien, le but, c'est de vulgariser. Puis les aurores boréales, c'est un sujet qui fascine beaucoup de gens. Alors, nous avons des références. Alors, si vous avez des questions, des commentaires ou vous avez des suggestions aussi, vous pouvez nous contacter via Facebook, planétarium-saint-félicien.com aussi sur Internet. Il y a une salle des découvertes, une salle consacrée aux aurores boréales, justement, et la salle du planétarium. C'est un rendez-vous, mesdames, messieurs.